Bonjour, nous sommes là. Bonjour, c'est bien, merci. Nous sommes là pour parler de craftsmanship aujourd'hui. Pendant 1 heure, on va parler de ça. Avant de commencer, j'aimerais le slide qui va bien avec tous les sponsors. Comme ça, c'est fait. Toutes ces belles entreprises qui font de l'agilité et qui nous sponsorisent aujourd'hui, qui nous permettent d'être là. Alors, durant cette heure, je vous propose cet agenda qui va consister donc une petite intro. Après, on va regarder quels sont les enjeux que l'on rencontre dans les projets agiles à l'heure actuelle. On dit enjeu, on peut dire problématique aussi. Enjeu, c'est plus joli. Après, je vous introduirai avec le software craftsmanship pour ceux qui ne connaissent pas. Ce ne sera pas très technique, on va rester assez sur le concept. Et ensuite, on verra comment le craft peut aider à répondre aux enjeux que l'on a définis dans la première partie. On conclura et je pense qu'il nous restera un quart d'heure, 10 minutes pour faire la question-réponse. Est-ce que ça vous convient ? Donc déjà, avant de commencer, j'aime bien connaître les gens avec qui je vais interagir. Donc, qui est dev ? Ah, bien. D'habitude, j'ai que des chefs de projet. Qui est manager ? Enfin, manager, PO, SM. Il y en a, ok. Qui est DSI ? CTO ? CIO ? Bill Gates ? J'aime bien, un jour il viendra. Un jour il viendra. Ok. Moi, je m'appelle Yann Prosper, j'ai 41 ans, j'ai 15 ans de dev derrière moi, professionnel, et 30 ans de dev, enfin 30 ans de code en off. J'ai eu la chance d'avoir des étudiants d'école d'ingénieurs qui ont été logés chez mes parents quand j'étais petit, et c'est eux qui m'ont appris, c'est eux qui m'ont montré en tout cas. Plutôt que de vous parler de moi, je vais vous montrer, je vais vous montrer une partie des gens que j'admire ou qui m'inspirent au quotidien. Donc vous remarquerez qu'il n'y a pas que des devs ou que des techniques. Parce que finalement, j'aime bien m'inspirer de tout ce qui peut ressembler à une bonne idée ou une bonne mentalité. C'est pas parce qu'on est dans la technique, c'est pas parce qu'on est dans l'informatique qu'il faut se fermer aux autres gens. Alors, vous reconnaîtrez les deux couturiers Yves Saint Laurent et Karl Lagerfeld. Ça, c'est pour leur capacité de travail et leur abnégation. Ici, vous avez John Carmack. Est-ce que quelqu'un connaît John Carmack ? Ah, bien. Créateur de Wolfenstein. C'est lui qui a créé tous les jeux 3D auxquels on joue aujourd'hui et qui maintenant travaille sur l'Oculus Rift. C'est Saint John Carmack. Ici, Alan Kay. Quelqu'un connaît ? Ah, c'est l'homme qui a inventé le paradigme de la programmation orientée objet. C'est un mec, il est bien. Mark Rothko, le peintre, ça parle ? Ah, bien. En fait, c'est simplement parce que j'aime la simplicité et les émotions qu'il fait passer. Simone Weil pour son combat. Knut pour l'art de la programmation informatique. Jean-Claude Van Damme. Tout le monde connaît, c'est simple aussi, c'est parce que c'est le gars et il a été au bout de son rêve. Et je trouve ça c'est génial, il a eu une vie, tout le monde peut se moquer de lui, mais finalement la vie qu'il a eue, elle était pas mal je trouve. Et il a su aller la chercher. Le Corbusier, l'architecte, parce que entre l'architecture et nous, il n'y a pas beaucoup de différence si on réfléchit bien. Nous on parle de design pattern, les design patterns ont été inventés dans les années 50 par l'architecture. C'est bon à savoir aussi. Margaret Hamilton, ça vous parle ? Là, ce que vous voyez là, c'est le code d'Apollo 11. C'est elle qui l'a fait. Voilà. Et je trouve que c'est génial qu'à cette époque-là, ce soit une femme qui ait généré. Moi, j'en ai plein d'autres, mais là, aujourd'hui, j'ai envie de partager ceux-là avec vous. Comme ça, vous me connaissez un peu mieux. Donc, la première étape, ça va être de définir les enjeux. On va faire un constat un peu sur les projets en agile à l'heure actuelle. Et je vais commencer par vous poser une première question. Qui fait de l'agilité ? Ok. Deuxième question. Qui est agile ? On n'est pas... Vous voyez la différence ? On n'est pas pareil. C'est important. Et du coup, ça m'amène à la deuxième question. Quel est le but d'un projet informatique ? Ce que vous faites tous les jours. Quel est le but ? Allez-y. Sortir un produit. Sortir un produit, ouais. Donner de la valeur. Donner de la valeur, ok. Ouais, pareil. Ok.
Répondre à un besoin, ouais. D'accord. Et tout ça, vous le faites avec quoi? Avec? Avec des gens. Avec des gens, avec des mains, merci. Avec du code, accessoirement. Donc en fait, de ma vision à moi, le but d'un projet informatique, c'est le logiciel. C'est ce que vous produisez. Tout ce que vous faites autour, l'agilité que l'on a mis autour, ne sert qu'à une seule chose. Produire du code, produire un logiciel fonctionnel qui répond à un besoin, qui donne de la valeur, qu'on fait avec les mains. Et il ne faut pas confondre avec l'agilité. L'agilité n'est pas le but d'un projet. Vous pouvez passer, ces dernières années, ces 20 dernières années, depuis le manifeste en 2001, tout le monde veut passer à l'agilité, mais il se trouve que l'agilité emploie certaines méthodes, certaines techniques de facilitation, de communication, d'échange avec le client. On les connaît tous. Par contre, on a laissé un peu de côté tout ce qui était technique. Il faut comprendre que les gens qui étaient au début, lorsqu'ils ont signé le manifeste agile, il y avait beaucoup de développeurs quand même. Il y avait beaucoup de développeurs qui sont des leaders de la communauté, qui le sont encore à l'heure actuelle. Et il y a quand même une grosse partie de l'agilité qui est basée sur XP. Et XP, c'est pour développer des produits et c'est des méthodes techniques. C'est pour faire du code. Mais ça, bizarrement, au fur et à mesure des années, c'est resté un peu de côté. Et du coup, ça m'a amené à me poser une question. Quelle valeur a le code pour vous, pour l'entreprise pour laquelle vous travaillez? Ou si vous êtes votre entreprise, mais quelle valeur a le code? Est-ce que vous avez une idée? C'est l'actif de l'entreprise. Oui, mais toi, tu étais à Sofia, toi. Non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ok, ça marche. Bon, bah, du coup, on va sauter la prochaine slide. Hein. Le code est un actif. C'est important de voir ça comme ça, parce qu'à partir du moment où vous comprenez que le code est un actif immatériel de l'entreprise pour laquelle vous travaillez, ou que vous comprenez que c'est le cœur de l'activité de l'entreprise. Soit vous êtes dans une entreprise qui fait du logiciel, et à ce moment-là, le logiciel et le produit, tant mieux, c'est vraiment un actif de l'entreprise, parce que c'est ce qui va vous ramener l'argent dans l'entreprise. Mais même si vous êtes dans une entreprise qui ne fait pas de logiciel, vous êtes une entreprise, par exemple, un grand groupe de l'aéronautique français qui fait voler des avions, le cœur de métier, c'est faire voler des avions, mais sans le code derrière, sans l'IT, les avions, ils ne volent pas, quoi. Si vous n'avez pas le site web pour vendre vos billets, ça ne marche pas. Si vous n'avez pas les logiciels pour valider les billets à l'embarquement, ça ne marche pas. Si vous n'avez pas le code à l'intérieur des avions, ça ne marche pas. Si vous avez pas. Donc le code est un vrai actif, un actif immatériel, mais un actif quand même de l'entreprise. Et comme tout actif, il faut que quelqu'un soit responsable de sa qualité. Tous les actifs dans une entreprise ont un responsable, surtout les actifs matériels, mais à un moment donné, quand on parle d'actifs immatériels, il faut bien que quelqu'un soit responsable. Donc, ma question d'après, qui est responsable de la qualité du code? Pour vous, selon votre expérience? Les développeurs. Les développeurs. Pourquoi? Parce que c'est les premiers concernés par la qualité du code. Un code de mauvaise qualité, potentiellement, c'est des emmerdes à plus savoir qu'en faire. Ouais. Si passer 90% de son temps à corriger du code, c'est pas particulièrement motivant. C'est ça, bonne idée. Quelqu'un d'autre? Juste un peu pour la définition. Qu'est-ce qu'on entend par qualité du code? Parce que pour moi, je vois deux significations. Il y en a une, c'est un code qui marche. C'est-à-dire qu'il fait fonctionner le logiciel dans les données. Ou la qualité du code en lui-même, c'est-à-dire la perception qu'ont les développeurs de ce code, à savoir un code propre versus un code écrit. Non, on va dire la deuxième définition. Parce qu'on peut avoir un code écrit n'importe comment qui marche très bien. Oui, une horloge cassée donne 2 fois l'heure par jour, c'est ça. Une horloge cassée donne 2 fois l'heure exacte par jour aussi. Voilà. Non, moi je parle du code qui est bien écrit, on parle vraiment de qualité intrinsèque du code. Qui... En fait, dans la réponse que je t'ai donnée, je donnais deux éléments en fait, qui sont des KPI. En fait, Recon, qui est la première chose, c'est le temps que met une nouvelle fonctionnalité à être développée, ça met tout le monde d'accord.
un code de mauvaise qualité, généralement, quand pour développer une nouvelle fonctionnalité, va être très important. Et la deuxième chose, c'est le nombre de bugs en production, qui met aussi tout le monde normalement d'accord. Du coup, on évite les débats d'experts. Ouais. Il y en a plein d'autres des KPI, on verra après, mais oui. Mais celles-là, c'est les deux plus tangibles, on va dire. Les deux plus facilement mesurables. Ok. Donc, non, alors, bon, la réponse, elle est facile. Hein. C'est tout le monde. Tout le monde est responsable de la qualité du code, et pas seulement les développeurs. Le manager des développeurs est responsable de la qualité du code qui est sorti. Le manager du manager est responsable de la qualité du code qui est sorti. On peut remonter très haut. En fait, c'est toute l'entreprise qui est responsable du code qui est sorti. On part du dev, on monte à l'équipe, on peut monter, si après vous avez des trains, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Sinon, on peut remonter très haut. Et c'est normal. Il faut que toute l'entreprise ait la culture de la qualité. Si à un moment donné, quelqu'un n'a pas la culture de la qualité, vous allez vous retrouver face à ce qu'on appelle la dette technique. Ça, c'est l'ennemi. Enfin, c'est peut-être un peu brutal, mais la dette technique, c'est... Alors, il y a plein de définitions de la dette technique. Voilà, il y a plein de définitions, mais moi, je vais en choisir une très simple. C'est tout ce qui vous empêche de développer à la vitesse maximale à laquelle vous pourriez développer. On ne va pas rentrer dans des débats, oui, mais c'est le nombre, c'est les choix qui ont été faits, c'est pas... Non, tout ce qui vous empêche, à un moment donné, de développer quelque chose à la vitesse optimum à laquelle vous pourriez le faire, c'est de la dette technique. Donc ça peut être plein de choses. Effectivement, il y a qualité du code que vous avez fait la semaine dernière, il y a les décisions managériales, il y a plein de choses. Et cette dette technique, je vais vous donner un exemple. J'en ai deux, mais un suffira. Vous connaissez Oracle, la base de données? J'ai lu un article il n'y a pas longtemps, il y a 10 millions de lignes de code dans la base de données, je crois, ce qui est correct. Et le gars, il travaillait chez Oracle, c'était un développeur, et il disait que quand il y avait un bug, il mettait entre 15 jours et 3 mois à trouver à l'identifier, à le reproduire. En fait, le code dedans, il n'y a que des switches, et il faut arriver à mettre tous les switches correctement pour arriver à passer par le bon morceau de code pour reproduire le bug. Et ça peut prendre jusqu'à 1 an pour le corriger. Ça, c'est de la dette technique. Voilà. L'autre exemple, c'est j'ai eu la chance de travailler dans la vidéosurveillance et dans l'alarme, et j'avais un patron qui n'avait pas la conception de la dette technique. Lui, ce qu'il voulait, c'était rentrer de l'argent, donc il prenait des décisions à court terme. Donc il vendait un chantier 10 jours et il demandait aux gars de le faire en 3 jours. Évidemment, les gars, en 3 jours, ils jettent de la colle sur les murs, ils jettent les caméras, les câbles, ils passent à l'extérieur, et le client n'est jamais content. Et qui on envoie? On envoie le SAV, parce que derrière, on a vendu le contrat SAV, qui lui a un prix fixe. Mais le SAV, quand il est obligé d'intervenir 75 fois sur chaque chantier, à la fin, le bénéfice, il est de 0. Même si pendant les 10 jours que vous avez vendus, vous avez réussi à caser 10 chantiers, le coût en SAV derrière, il va tellement être important que vous ne gagnerez jamais d'argent. Donc c'est pas de l'informatique, mais on peut voir que le concept de dette technique ne s'applique pas qu'au code. Et le premier impact de la dette technique, ça va être sur la vélocité des équipes. Au début, c'est super. L'équipe démarre, le projet démarre, rien n'a été fait, on fait des choix. L'équipe, elle dépote. Les user stories, elles sortent, les features, elles sortent. Tout le monde est super content. Le business a plein d'idées. On les rajoute et ça avance. Sauf que, il y a des choix qui sont faits et peut-être pour aller plus vite encore, pour aller plus vite sur le marché ou simplement pour montrer qu'on est fort. Et ces choix-là, personne ne les met en doute parce que tout sort vite. Et à un moment, la vélocité, elle chute parce qu'il y a 6 mois en arrière, quand vous alliez demander à votre équipe technique de vous sortir une feature, pas de souci, on y va, 15 jours c'est fait, la même feature 6 mois ou 1 an après, on n'est pas sûr, le gars qui a fait ce morceau de code-là, il est parti, nous on n'y a jamais touché, puis on a fait des trucs dedans, ça n'a jamais été documenté, donc là il va me falloir 3 mois. Et on impacte la vélocité. Et le problème, il y a la vélocité, en fait ça va être le cœur du problème, et de là, on va voir qu'il y a 4 ou 5 enjeux qui viennent directement de la vélocité en fait. Et le premier, c'est le turnover. Ça, c'est quelque chose qui parle généralement assez facilement, le turnover. Dans notre société où la majorité des développeurs sont employés par des ESN et qui travaillent chez des clients, quand il y a trop de bugs à corriger, quand la dette technique elle est trop grosse, quand on s'embête au travail, quand on ne rajoute plus de valeur
quand on ne fait plus quelque chose de fun, ben on part. Le problème, c'est qu'on part avec la connaissance qu'on a acquis pendant les mois qu'on a travaillé là ou les années qu'on a travaillé là. Et quand la connaissance part, ben, il faut remettre quelqu'un à l'intérieur. Mais il faut recruter le bon. Et là, ok, j'ai recruté un mec super, mais le problème, c'est que le code, il est tellement complexe et tellement horrible à maintenir, et il y a tellement de bugs, le mec, il n'a pas le temps de se mettre dedans. Et le temps qu'il comprenne ce qu'il a à faire et qu'il arrive à délivrer de la valeur et rajouter à l'intérieur quelque chose de nouveau, bah, il en aura marre, il sera parti. Donc le projet, en fait, à un moment donné, ça stagne, ça avance plus. Le deuxième, ce sont les coûts. Ça parle aussi, généralement. Quand on touche au porte-monnaie, les gens réagissent. Les coûts de devoir recruter des nouvelles personnes à chaque fois, parce qu'à cause du turnover, les coûts de la maintenance du logiciel, chaque fois que vous avez un bug, chaque fois que vous devez intervenir sur votre logiciel et que tous les développeurs lèvent les mains en disant « Oula, moi je touche pas ça parce que je ne sais pas ce que ça va déclencher », bah, le temps que quelqu'un s'y mette, comprenne ce qu'il doit faire, le fasse, que les tests, s'il y en a, passent correctement, vous avez explosé le budget. Et le problème, c'est que l'argent que vous aviez initialement mis au développement de quelque chose d'innovant, on le passe à faire quelque chose en fait, qui est juste réinventer la roue tout le temps. Et ce qui va se passer, c'est qu'au bout de 5 ans, tout le monde en aura marre, c'est intouchable, immaintenable, personne ne veut y aller. Bon, ben on refait. C'est pas grave. On l'a tous vécu, non? Voilà, on refait. Mais on refait surtout avec la même tech, avec les mêmes gens et avec les mêmes méthodes. Parce que comme ça, on est sûr que dans 5 ans, on se redonne un peu de travail et on repart. Le troisième, ça va être le frein de l'innovation. Vous avez les meilleurs business du monde, vous avez les meilleurs créatifs du monde. Ils vous sortent une idée par jour qui pourrait, comme on dit, être disruptif. Disruptif pour ceux qui ont vu Carotte. Enfin voilà. Mais par contre, votre équipe de dev, elle est tellement engluée dans la dette technique, elle ne sait plus comment faire pour arriver à donner de la valeur et à ajouter quelque chose de nouveau dans le logiciel. Et ben en fait, votre business est otage de votre équipe technique, de votre équipe de dev. Vous ne pouvez plus innover. Vous passez 90% de votre temps à corriger des bugs. Comment vous voulez innover sur les 10% de temps qui restent? Et en plus, vu que vous avez une équipe derrière qui envoie, qui a de l'innovation, qui ne sait plus quoi en faire, et là, vous avez une équipe technique qui a du mal à délivrer. Et qu'est-ce qui se passe? Dans ces cas-là, le pire qui puisse arriver, on perd confiance. Et il y a deux sens à la confiance. Il y a top-down, les gens au-dessus n'ont plus confiance en l'équipe technique. Ah, j'ai engagé une équipe, mais c'était des super cracks au début, ça fait 1 an et demi, maintenant il n'y a plus rien qui sort. J'ai plus confiance en eux. Combien de temps vous gardez quelqu'un qui travaille pour vous, auquel vous n'avez plus confiance? Même s'il est super, hein, c'est un super gars, à la machine à café, vous entendez super bien, vous jouez au tennis avec lui à midi. Par contre, chaque fois que vous lui demandez quelque chose, il faut 6 mois pour qu'il arrive à sortir un morceau de code. Est-ce que vous le gardez? Je ne suis pas sûr. Vous allez essayer de trouver quelqu'un d'autre pour le remplacer, qui semble plus prometteur. Et 6 mois après, vous recommencerez. Parce que vous n'avez pas adressé le bon problème, en fait. Mais la confiance, elle a un deuxième sens. Elle est dans l'équipe. Les gens, à force de faire des bugs et de corriger des bugs, perdent confiance en eux. Et là, quand vous n'avez plus la confiance de votre hiérarchie et qu'en plus vous n'avez plus confiance en vous, là vous êtes à 0 de motivation. Le matin, vous vous levez, vous n'avez pas envie d'y aller. Et c'est normal de ne pas avoir envie d'y aller. C'est humain. Il n'y a rien d'anormal à se dire « Aujourd'hui, j'ai le bug 723, je ne sais pas qui l'a fait, je ne sais pas comment faire, je ne suis vraiment pas motivé, je vais arriver à 10h30, c'est pas grave. » Et puis surtout, à passer sa journée sur les sites web à chercher un autre emploi. Donc on revient au turnover. La confiance sur le produit aussi. Le produit lui-même, le code lui-même, s'il est de mauvaise qualité, si on doit faire une évolution, est-ce qu'on va la mettre en prod tout de suite ou est-ce qu'on n'a pas confiance parce que c'est ça. On a peur d'y arriver? Là, on est au-delà de la confiance, on est dans la peur. Ouais. On est dans la peur. Les développeurs ont peur de mettre les doigts dedans. Et au bout d'un moment, cette peur, elle est contagieuse. Il ne faut pas croire, il n'y a pas que les devs. Au bout d'un moment, ça monte au PO, ça monte au-dessus. Le PO, au bout d'un moment, il n'ose plus rien proposer. Parce que chaque fois qu'il propose quelque chose, en dessous, on lui dit « Oui, moi, je ne sais pas. Demande à lui, moi, je ne veux pas faire. »
Donc, et si le PO n'a pas confiance, ben, ça monte au-dessus, et au bout d'un moment, c'est fini. Tout le monde a peur, ben, on refait. Voilà. Donc, ce sont les enjeux des problèmes, alors, enfin des projets. Les enjeux, vous avez dit. Oui, les enjeux. Les enjeux, je n'ai pas dit les problèmes, les enjeux. C'est les enjeux auxquels font face les entreprises qui font du développement agile à l'heure actuelle. Ce qui est intéressant de constater, c'est que ce sont les mêmes enjeux qu'il y a 20 ans. Ça, il faut juste se faire le parallèle. Il y a 20 ans, ils avaient les mêmes enjeux. Donc on a fait 20 ans d'agilité, c'est super. Par contre, les enjeux n'ont pas changé. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, on faisait un projet pendant N années et on avait un gros morceau de code qui ne servait plus à rien parce qu'en fait, plus personne ne voulait le toucher et puis le client, les besoins avaient changé. Et on avait les mêmes problèmes puisqu'on était obligé de faire, plus personne n'avait confiance dans le code, tout le monde partait, ça coûtait cher de maintenir, etc., etc. Alors on a mis l'agilité, tout le monde s'est mis à l'agilité, c'est super, on a fait de l'agilité, j'ai confiance, enfin je crois en l'agilité, je suis coach agile, hein, donc plus technique qu'agile, mais je suis coach là-dedans quand même. Et donc on fait des sprints, on fait des itérations. Et la seule différence, c'est qu'au lieu de délivrer le produit d'un coup à la fin, bah, on délivre la même chose, mais itération après itération. Et donc on a les mêmes enjeux. Donc juste pour la suite, on va se mettre d'accord, l'agilité, pour moi, c'est des boucles de feedback. Ce n'est que ça. Et c'est ce que vous allez faire de ces boucles de feedback qui vous rendent agile ou pas. Scrum, ce sont des boucles de feedback. Safe, on pourra discuter si c'est agile ou pas, mais c'est des boucles de feedback. Tout est boucle de feedback dans l'agilité. Et vous avez des boucles plus ou moins longues qui vous permettent de faire émerger les problèmes. Et ça ne sert qu'à ça. Ça ne résout pas les problèmes. Les problèmes, c'est la façon dont vous allez les résoudre qui vont faire de vous une équipe ou une entreprise agile ou pas. Ça, c'est important. Enfin, c'est important pour mon propos pour la suite. Après. Donc, moi, je vous propose de découvrir le software craftsmanship. Qui connaît ? Bien, comme ça, si je dis des bêtises, vous allez pouvoir me corriger. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vais commencer par vous dire ce que ce n'est pas. Comme ça, au moins, on pourra partir sur des bonnes bases ensemble. Donc, le software craftsmanship n'est pas du TDD, du Test Driven Development. Ça en fait partie, vous pouvez en faire si vous êtes craftsman. Il n'y a aucun souci, ça fait partie même des recommandations du craftsmanship, on va dire, des outils de base. Mais ce n'est pas parce que vous faites ça que d'un coup, vous appliquez le craftsmanship dans son ensemble. Au même titre que ce n'est pas parce que vous faites des délits le matin que vous êtes agile. Le craftsmanship n'est pas à propos du beau code. Les couleurs, l'indentation, les one-liners, les beaux commentaires, tout ça, ça n'a rien à voir avec le craft. C'est important de le savoir. C'est juste qu'on parle d'autre chose. La beauté du code est ailleurs que dans ces métriques-là. Voilà. Enfin, en tout cas pour les crafts. Ce n'est pas DevOps. Souvent, quand on me demande ce que je fais, je dis, ben moi, je suis coach craft dans les équipes, ok. Et qu'est-ce que c'est ? Je dis, ben en gros, on va parler de qualité de code. Ah, d'accord, c'est DevOps. Non, c'est pas ça. Ça peut en faire partie, mais c'est pas ça. Beaucoup de gens, même il y a beaucoup de gens qui ont encore du mal avec le mot DevOps, mais le craft n'est pas du DevOps. Ce n'est pas un groupe d'élus. Les gens qui se considèrent craftsman ne sont pas des Jedi qui savent et les autres ne savent pas. C'est important aussi parce que souvent on parle de communauté, on va parler de choses comme ça, mais vous verrez que le craftsmanship aime partager. Et il y a des très très bons développeurs qui ne se considèrent pas craft et qui sont largement aussi bons que les autres. Et il n'y a aucun souci avec ça. Ils ne font pas des réunions le soir cachés dans des maisons pour découvrir des trucs, quoi. C'est juste des gens qui suivent un chemin. On y reviendra. Ce ne sont pas des certifications. On ne se certifie pas craft. Encore une fois, c'est un chemin. C'est quelque chose que l'on travaille tout au long de sa vie. Et je dis bien tout au long de sa vie, parce que la carrière de développeur, c'est une vraie carrière. On n'est pas obligé de passer manager après. Développeur, on peut le rester jusqu'à la fin de sa vie si on en a envie. Enfin, si vous êtes dans une entreprise qui vous permet de le faire, évidemment, et que vous avez le salaire qui monte avec. Enfin, il faut des plans de carrière.
Mais souvent, on a tendance à dire ah, ben, si tu veux progresser, il faut devenir manager. Non, manager, c'est un autre métier. Donc, si tu veux devenir manager, il n'y a aucun souci, mais tu changes de métier. Tu étais développeur et maintenant, tu vas être manager. Mais ce n'est pas l'évolution de la carrière. Développeur, c'est une vraie carrière et ça se travaille tout au long de sa vie. On ne sort pas de l'école en sachant tout. Quand on sort de l'école, on commence à apprendre. Et enfin, plus important, ce n'est pas une religion. Même si je crois en ce que je dis aujourd'hui, si vous me montrez que vous avez de meilleures techniques ou un meilleur retour sur investissement ou simplement quelque chose de mieux qu'on pourrait faire et qui pourrait apporter plus de valeur à ce qu'on fait, je n'ai aucun problème à lâcher tout ce que je vais vous présenter et à faire ce que vous me proposez. Donc, la définition d'une religion, c'est qu'elle ne se remet pas en question. Le craft, comme tout ce qui se fait, se remet en question. Un peu d'histoire. Vous connaissez Bob Martin, Uncle Bob, signataire du Manifeste Agile, leader de la communauté craft depuis longtemps, leader de la communauté des développeurs mondiale depuis encore plus longtemps. Et lui, il a signé le Manifeste Agile, et puis en 2008, il a compris là, que c'était en train de diverger, qu'on était en train d'oublier la technicité dans l'agilité. Et donc en 2008, il propose une cinquième valeur au Manifeste Agile, qui est celle-ci, donc Craftsmanship over Execution. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est jusqu'au moment où ça s'est sorti, on a eu tendance à parler d'ingénierie logicielle. L'ingénierie logicielle, ça vient de l'industrie, c'est je suis capable d'appliquer le même processus, quels que soient les gens qui travaillent pour moi, et à la sortie, j'ai le même résultat. Sauf que dans le développement, même si pendant un moment on a cru que ça marchait, ça ne marche pas vraiment. Tout simplement parce qu'on est humain. On est humain, on est tous développeurs avec nos faiblesses, nos qualités. Et donc appliquer un processus au développement, c'est très compliqué, surtout pour obtenir le même résultat. Et donc en 2008, Bob Martin et son fils décident que maintenant il y en a assez, qu'il faut revenir à quelque chose de plus recentrer le débat sur l'humain, sur le développeur. Et ils font évidemment un grand colloque à côté de Chicago. Et comme c'est la mode depuis 2001, ils font un manifeste. Ils font le manifeste alors en français, craftsmanship, c'est artisanat logiciel. Si ça intéresse quelqu'un. C'est joli aussi, c'est très joli, ça parle bien. Et ils partent en fait des 4 valeurs du Manifeste Agile. Et ils rajoutent les valeurs du craft. Donc on peut rapidement les voir. Donc comme on le disait tout à l'heure, ici, dans le Manifeste Agile, on demande des logiciels qui fonctionnent. Mais on peut faire des logiciels qui fonctionnent sans qu'ils soient bien faits. Ça arrive, enfin c'est tout le temps même. Donc, les crafts vont demander à ce que ce soit bien fait, que la valeur intrinsèque, que le code permette aux gens qui interviennent dessus de ne plus avoir peur. Donc on va utiliser tout un tas de techniques pour permettre à cette valeur de grandir à l'intérieur des logiciels. Ce n'est pas seulement la valeur client, c'est aussi la valeur intrinsèque du logiciel. On veut être capable de répondre aux changements, ça c'est bien, mais on veut être capable aussi d'ajouter de la valeur au fur et à mesure à l'intérieur, encore une fois, à l'intérieur du logiciel. C'est-à-dire à chaque fois que j'interviens sur le code, je veux être capable, s'il y a quelque chose de mal fait ou que j'estime de mal fait ou que je dois refaire pour que ça corresponde mieux aux besoins, je veux pouvoir le faire. Dans le Manifeste Agile, on nous parle d'individus et d'interaction. C'est bien, mais en plus, les crafts demandent une communauté de professionnels. Ils veulent partager la connaissance. Il n'y a aucun souci à partager. Les idées ne nous appartiennent pas. La plupart des choses que je dis aujourd'hui, c'est connu. Et le but, c'est de se réunir pour pouvoir parler de nos problèmes, des solutions qu'on a trouvées et simplement travailler sur une technique ou sur une technologie. Et enfin, on veut collaborer avec le customer, avec le client, mais pas seulement. On veut avoir un partenariat productif. Et c'est là où on retombe sur l'humain et le savoir-faire du développeur. C'est qu'on n'est pas seul, on doit juste dire quoi faire et le développeur doit proposer des solutions pour dire comment le faire. Et ça, c'est le métier du développeur. On a un savoir-faire en tant que développeur et il faut
juste l'exploiter. Quand vous avez des gens, je crois que c'est Steve Wozniak qui disait on n'emploie pas des gens intelligents pour leur dire quoi faire, on les emploie pour qu'ils nous disent quoi faire. Ben là, c'est pareil. Même si les développeurs sont en bout de la chaîne de production, c'est eux qui savent comment faire les logiciels. Donc, partenariat productif, parce que les développeurs vont remonter les meilleures solutions pour que le logiciel fonctionne correctement. Les trois des principales valeurs du craftsmanship sont celles-ci. L'excellence technique. Ben, je suis développeur et je sais de quoi je parle. Et l'excellence technique, ça passe par l'amélioration continue. À un instant T, je ne sais pas tout et j'apprends tous les jours. Des plus jeunes et des plus âgés que moi, il n'y a aucun souci. Je me documente, je lis, je participe à des retraites de code, j'expérimente à la maison, je m'entraîne. C'est normal. Ça a à faire avec la deuxième valeur qui est le professionnalisme. Le professionnalisme, ça veut dire qu'on fait ce qu'on doit faire du mieux qu'on peut. Et pour être professionnel, il faut être carré, il faut savoir de quoi on parle, il faut le proposer correctement à nos clients. Et ça, c'est important. Et enfin, la dernière valeur, la responsabilité. Vous êtes responsable du code qui est produit. C'est vous qui le tapez. Mais pas seulement parce que, en fait, si on résume, c'est simplement une question d'image de marque. Vous avez toute l'image de marque de l'entreprise sur laquelle le logiciel, qui base son activité sur le logiciel qui est en jeu, mais celle du développeur aussi. Imaginez un matin, vous n'avez pas envie de faire propre et vous écrivez n'importe quoi, vous faites un peu du code pas propre en fait, comme des fois ça arrive, et vous laissez comme ça, vous ne revenez pas derrière. Est-ce que vous pensez que quand vous allez changer d'entreprise et que le nouveau manager va appeler l'ancien pour savoir comment vous êtes, est-ce que vous pensez qu'il va lui dire « ouais c'est super, embauche-le, il fait que du code de merde ». Non, il ne va pas lui dire. Par contre, si vous faites propre, que vous êtes professionnel, que tous les jours vous êtes capable de délivrer à la même vitesse du code de même qualité, sur le long terme, vous êtes forcément gagnant. Tout le monde est gagnant. À la base des techniques proposées par le craft, vous avez ces trois-là. Donc le TDD, le Test Driven Development, développement piloté par les tests, tout le monde sait ce que c'est. J'écris un morceau de test, il y a une boucle, etc., etc. On ne rentrera pas dans les détails, mais ça permet d'écrire les tests avant le code. Donc ça suppose que tout le code que vous écrivez est testé. Et surtout, c'est un outil de design très très puissant. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Donc là, c'est pas le but de cette présentation. TDD, on pourrait faire un après-midi ensemble dessus. Voilà. Mais sachez que ça fait partie des techniques de base qui sont utilisées. Le refactoring, deuxième technique, et deuxième savoir à s'approprier aussi, il faut savoir le faire correctement. C'est simplement modifier du code sans modifier son comportement. C'est-à-dire, je ne modifie pas le comportement du logiciel, je modifie juste l'architecture et le code qu'il y a derrière. Et alors, pourquoi faire du refactoring? Ça, c'est intéressant. Simplement parce que y a un nouveau besoin qui arrive et je suis obligé de modifier l'architecture du logiciel pour répondre à ce nouveau besoin. Mais je dois être capable de le faire sans modifier le comportement qui existe déjà. Donc, ça peut être aussi juste parce qu'on se rend compte que finalement le premier jet qu'on avait fait n'était pas forcément une bonne idée. C'est ça. Sans forcément besoin, on peut faire du refactoring. Voilà, mais dans ce cas-là, il ne faut pas le faire en loup solitaire. C'est une décision qui se prend avec l'équipe. C'est tiens, j'ai remarqué que ça on l'avait mal fait, est-ce que vous êtes d'accord que je passe du temps pour le faire propre? Et il y a une discussion design et tout qui va derrière. Mais oui, bien sûr, ça c'est la règle du Boy Scout. On doit toujours laisser plus propre que quand on est arrivé. Ça c'est important aussi. Mais oui, effectivement. Dans TDD aussi, il est un petit peu inclus si on fait le Red Green Refactor. Oui. Normalement, on va au plus vite pour faire passer au vert et là, même individuellement, on va refactoriser parce qu'on a quand même fait un peu. Mais le refactoring dans le TDD, bon déjà c'est à moins grande échelle, hein, moi je parle de voilà, et c'est surtout on va utiliser des principes comme le dry, ne pas se répéter, et puis au bout d'un moment on va essayer d'appliquer les design patterns, etc., etc., etc. Et enfin le simple design, les 4 règles qui permettent d'être sûr que le design qu'on applique est minimum. Donc à chaque fois je m'en souviens jamais, mais c'est designé par Ken Beck dans XP,
et ces 4 règles à suivre qui vous permettent, quand vous développez, d'être sûr de développer au minimum ce que vous voulez. Il faut que tous les tests passent. Il faut que l'intentionnalité du code soit respectée. C'est-à-dire que quand on lit votre code, on sache ce que vous vouliez faire et on ne soit pas obligé de lire des commentaires pour comprendre ce que ça veut dire. Il faut être capable de donner des bons noms aux méthodes, aux classes, aux objets que vous utilisez pour que quand on les lise, on sait ce que ça fait. Et il faut utiliser le minimum d'objets nécessaires. C'est-à-dire quand un problème a une certaine complexité, on lui donne une solution qui a une complexité équivalente. On over-engineer pas la solution. Ça ne sert à rien de montrer qu'on est intelligent. Si on est intelligent, on donne la bonne complexité à la solution du problème. Ça, c'est important. Et le 4e, je sais plus. Ça, alors, à noter que ces 3... ce qui est important, c'est de noter, c'est que ces trois techniques, d'une viennent d'XP, c'est le cœur d'XP, de l'extreme programming. On verra la 4e après, le pair programming. Et vous n'avez besoin de l'autorisation de personne pour les faire. Vous voulez faire du TDD, c'est votre problème à vous. Vous le faites tous les jours. Vous voulez faire du refactoring, on peut éventuellement tomber sur du cas où il faut demander, mais quand c'est du refactoring simple, ça passe tout seul. Et le simple design, vous pouvez vous appliquer les règles. Vous n'avez pas besoin de demander à votre manager, à votre Scrum Master ou quoi, si vous en avez besoin ou pas. Et ça, c'est important. Ensuite, nous avons ces 4 techniques-là qui permettent de garantir que l'équipe dans laquelle vous travaillez s'approprie le code. Et l'appropriation du code par l'équipe est très importante parce que du coup, on propage le mindset du craftsmanship à l'équipe, ça reste plus individuel. La qualité de code devient l'affaire de tous dans l'équipe, puisque je ne suis pas responsable juste du morceau que j'ai écrit, puisque grâce à la revue de code, on va tous voir ce que tout le monde a écrit. Et à partir du moment où j'ai validé le code que quelqu'un d'autre a écrit, j'en suis responsable aussi. Et ça, c'est important, parce que du coup, si un jour on me demande de travailler dessus, ben, je l'aurais vu, j'aurais peut-être même participé au design, et surtout, je l'aurais revu, et j'aurais validé que ça correspond. Le pair programming, on travaille à 2 derrière l'ordinateur, un qui code, et l'autre qui regarde. Ça, c'est la théorie de base. Évidemment, le but, c'est d'instaurer un dialogue. Généralement, ce que j'ai vu souvent faire, c'est quelqu'un de plus confirmé avec quelqu'un de plus junior, afin de transmettre. Voilà. Mais il ne faut pas croire que la transmission se fasse toujours du plus expérimenté vers le plus junior. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'autre sens aussi, parce que quand vous êtes obligé d'expliquer à quelqu'un de moins expérimenté ce qu'il doit faire, vous apprenez aussi sur vous-même à votre capacité d'enseigner. Et vous êtes obligé d'expliciter ce que vous êtes en train de proposer, et le fait de réfléchir et d'expliciter ce que vous devez faire vous invite à repenser et à l'exprimer correctement. Enfin, les standards, chaque équipe a des standards. Bon, on a des standards tous plus ou moins minimum, mais c'est bien que les équipes se prennent en charge et définissent des standards qui leur correspondent. Suivant le domaine dans lequel vous travaillez, vous n'aurez pas les mêmes standards. Si vous travaillez dans l'embarqué ou dans les satellites, ce ne sera pas pareil que si vous faites une appli web. Donc c'est important qu'il y a des standards globaux de code qu'on veut, mais après, évidemment, chaque équipe a ses standards. Et c'est important de les définir. Parce qu'une fois que vous avez défini les standards, quand vous faites du pair programming et de la revue de code, vous savez contre quoi comparer le code que vous êtes en train de regarder qui a été produit. Donc les standards sont extrêmement importants. Et enfin, l'intégration continue. Je commit et ça envoie dans la boucle de test automatique, s'il vous plaît. Pas de test manuel dans la plupart des cas. Et ce qui vous permet d'avoir une réponse très rapide sur la qualité de ce que vous avez produit. En tout cas, si vous n'avez rien cassé. Si vous cassez, vous emmenez les croissants le lendemain matin à l'équipe et vous recommencez. Alors ce qui est intéressant, juste pour vous reparler d'agilité, ça, c'est une boucle de feedback. C'est la boucle de feedback la plus courte qu'on peut avoir. Normalement, vous êtes censé passer les tests en quelques secondes. Vous écrivez un test, vous tapez du code, boucle de feedback, est-ce que ça correspond? C'est une boucle de feedback. Ça non, ça non. La revue de code, c'est une boucle de feedback. Le pair programming, c'est une boucle de feedback. L'intégration continue, c'est une boucle de feedback. Donc on revient bien sur la notion d'agilité qu'on a eue au début. Et ces boucles de feedback, encore une fois, vont vous permettre de faire du meilleur code.
Et enfin, juste si un jour vous entendez des craftsmen parler entre eux, vous entendrez ces mots-là, juste pour les placer. Donc vous allez entendre parler de clean code. Qu'est-ce que le clean code? C'est le code qu'on écrit d'une certaine façon pour qu'il soit lisible, qu'il ne se répète pas, et puis qu'on puisse limiter le nombre de bugs directement à l'écriture. Clean architecture. Donc ça, on va parler de concepts comme le concept de responsabilité unique ou l'open close principle. Ce sont des principes d'architecture qui sont utilisés par les équipes pour faire l'architecture logicielle de manière correcte et maintenable dans le temps. Vous allez entendre parler de dojo et de kata. Les dojos, c'est là où les gens se réunissent pour travailler leur art, et les katas, c'est les exercices qu'ils font. Donc c'est très karaté, hein. C'est très rigolo. Les dojos peuvent avoir plein de sujets différents. Vous pouvez travailler sur une techno, sur une librairie, sur une méthode, voilà. Et les katas sont généralement des exercices qu'on connaît, il y a des listes de katas, vous pouvez les voir. Et ça va vous permettre très vite d'expérimenter, par exemple, le test-driven development, vite fait comment ça marche, ou le refactoring, vous enseignez les concepts de base. Mais moi, j'y vois aussi d'autres avantages, c'est que les katas, comme au karaté, il faut les répéter plein de fois pour les maîtriser. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, la plupart du temps, quand je parle avec des gens qui font des katas, c'est qu'ils s'arrêtent à partir du moment où ils l'ont fait. Oui, c'est bon, j'ai fait le Land Rover kata, j'ai fait le bowling game kata. Ouais, mais il ne faut pas le faire qu'une fois, c'est un kata. Il faut le faire des centaines de fois. Pourquoi ? Parce qu'au début, vous allez travailler le TDD. C'est bien, maintenant vous avez compris comment ça marche le TDD. Est-ce que vous pouvez le faire plus vite ? Oui, peut-être en apprenant les raccourcis clavier de votre IDE. Ça a l'air bête, mais du coup je progresse. Ah, peut-être maintenant je connais les raccourcis clavier de mon IDE, c'est bien. Mais est-ce que je tape à 10 doigts ? Peut-être pas. Peut-être ça serait un moyen de devenir meilleur. Ok. Et comme ça, le kata va vous permettre de progresser dans votre métier au fur et à mesure. Et enfin, l'apprentissage. Il y a une partie du craftsmanship qui se relie aux traditions moyenâgeuses des bâtisseurs de cathédrales, dans lequel on commence apprenti, on devient ouvrier, et après on passe maître. Et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de progression tout au long de la carrière. On apprend tout au long de la carrière. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer, tout le monde ne joue pas à World of Warcraft, et c'est juste une façon de voir les choses. C'est juste une façon d'expliquer aux nouveaux que il faut être patient et que ça viendra. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que tout... La revue de code, comment vous arrivez à l'intégrer dans le process sans que ce soit beaucoup de semblant? Ça c'est une très bonne question. C'est la question principale qui revient tout le temps. Là, la revue de code, ça nous prend trop de temps. Alors, premièrement, le temps que vous passez dans la revue de code, c'est pas du temps perdu, vous allez en gagner plus tard, puisque vous allez détecter des bugs ou des machins qui va être rattrapé plus tard. Donc là, on est sur les coûts. On n'est pas sur l'argent, mais on est sur le coût temporel. Après, c'est vrai que la revue de code peut être extrêmement chronophage. Donc, généralement, il faut la timeboxer. On peut la timeboxer. Après, il y a des gens qui la font uniquement par certains membres de l'équipe. C'est-à-dire, quand j'ai fini, je commit et ça envoie aléatoirement à quelqu'un, viens revoir mon code. Je ne suis pas particulièrement fan de ça parce que du coup, suivant les niveaux de chacun, on n'aura pas la même qualité de revue. Mais il y en a qui aiment faire ça. Quand les équipes sont homogènes, ça peut marcher. Moi, je préfère les revues de code collectives. Donc là, soit après le daily tous les matins, on passe un quart d'heure à revoir du code qui a été vu la veille et que sur lesquels quelqu'un a besoin de feedback. Regardez, hier j'ai fait ça, je ne suis pas sûr de moi, est-ce que vous voulez bien qu'on regarde ? Ok, toute l'équipe se met là un quart d'heure. Et un quart d'heure, on timebox parce qu'on doit produire aujourd'hui. Le but, c'est de produire quand même. Donc maintenant, si le code il va vraiment pas, que ça ne va pas, peut-être quelqu'un de plus expérimenté peut se mettre avec la personne après la revue, une fois qu'on a identifié tous les problèmes, pour avancer là-dessus. Il y en a qui font ça pendant les rétros, il y en a qui font ça... Mais du coup, c'est pas systématique sur tout nouveau code, c'est juste soit des gens qui veulent avoir une approbation ou... Ça dépend. Alors, encore une fois, c'est l'équipe qui va choisir, selon son niveau de maturité, ce dont elle a besoin. Si vous avez 5 gars dans l'équipe, que c'est 5 tueurs, que les mecs sont les 5 d'accord sur ce qu'il faut faire et qu'ils ont l'habitude de bosser et tout, on va faire une revue de temps en temps pour juste voir. Si vous avez une équipe qui communique, qui est capable de prendre des décisions de design ensemble et qui suit les standards, ça ne va pas être toutes les semaines, peut-être tous les 15 jours. Il y en a qui font co-release, il y en a qui font que sur les endroits sensibles. C'est vraiment
à l'instinct, j'ai envie de dire, de l'équipe. Peut-être que dans une équipe qui débute et qui ne se connaît pas encore, on va le faire plus souvent. Pourquoi ? Parce que ça habitue les gens à s'exposer. Et c'est l'exposition des vulnérabilités qui crée les équipes. Donc une équipe qui débute, qui ne se connaît pas, montrez-vous votre code. Vous allez apprendre à vous connaître avec ça. Et il ne faut pas avoir peur d'être moins bon que les autres, c'est pas grave, hein, vous allez les rattraper, il n'y a aucun souci. Hein. Mais la revue de code, ça sert à ça aussi. Et donc, peut-être que cette équipe qui démarre va avoir besoin de beaucoup de revues de code au début, et puis petit à petit, le Scrum Master, il va voir que ça va de mieux en mieux, le code est de mieux en mieux, il y a de moins en moins de defects, tout le monde roule, tout le monde avance, et puis on va changer au fur et à mesure. Il n'y a rien qui est fixe. La revue de code, souvent, c'est comme le pair programming, tout le monde pense que c'est du temps perdu. Voilà, c'est absolument pas du temps perdu. Une dernière question. Vas-y. Moi, j'ai tendance souvent à en parler qu'à la personne qui a fait le code, parce que j'ai peur que je trouve le sentiment qu'elle ait peur que tout le monde voit qu'elle a fait ça et que c'est pas forcément faire. Et du coup, je sais pas trop comment aborder ça. Est-ce qu'on le fait tout ensemble avec ce risque-là Alors, la revue de code collective, c'est quand même vachement mieux, parce que tout le monde peut donner son avis. Et c'est comme quand vous faites des rétros, il faut apprendre à donner du feedback et en recevoir. Donc il y a un bouquin qui a été écrit dans les années 70, en 1971, qui s'appelle Psychology of Computer Programming, d'accord, et qui proposait une méthode de développement qui s'appelle l'egoless programming, la programmation sans ego. Parce qu'ils avaient déjà compris à l'époque que l'ego serait le problème. Non mais, c'est pour vous dire qu'on réinvente la roue. Merci. Et donc, le truc, c'est que cet egoless programming a 10 commandements et ça permet de mieux communiquer. Et dans les commandements, vous avez je ne suis pas mon code. C'est pas parce que je fais du code qui ne marche pas que moi je ne marche pas. C'est juste que le code que je fais, je ne suis pas encore au niveau peut-être ou ça ne correspond pas au standard. Donc vous avez, qu'importe la quantité de karaté que vous connaissez, vous trouverez toujours quelqu'un qui connaît plus de karaté que vous. En fait, voilà, c'est juste pour ramener les gens vers l'humilité. Voilà, soyez dur avec le code, pas avec le codeur. Ce genre de choses. Donc il faut pas, si la personne a la peur de montrer son code, il faut juste l'amener tranquillement. C'est mon métier, j'accompagne les équipes vers ça tout le temps, je suis coach craft, donc c'est ce que je fais. Et cette personne, c'est juste peut-être qu'elle n'a pas confiance en elle. C'est pas grave, l'équipe doit lui montrer qu'elle a confiance en elle et la tirer vers le haut. C'est un peu le rôle, si vous avez des tech leads, ce genre de choses, c'est le rôle de ces gens-là. Est-ce que ça... c'est bon ? Et du coup, le pair programming, c'est pareil, on le fait, c'est selon le degré de maturité de l'équipe, on va en faire plus ou moins, ou on le fait assez régulièrement quand même. Le pair programming, alors, on va se dire que sur une journée de 7h30, 8h, personne ne code pendant 8h, on est honnête. On va dire qu'on a 4h30 de code effectif, entre les mails, les pauses, et tout ce qui est à côté. Sur 4h30, vous n'allez pas faire 4h30 de pair programming. Là, les gens, ils se tapent dessus au bout d'un moment. Ou alors, l'équipe, elle est vraiment soudée à mort et il n'y a aucun souci. Non, au début, vous commencez, vous faites une demi-heure par jour. Toi, tu vas avec lui, toi, tu vas avec lui en fonction des affinités, en fonction des niveaux. Et petit à petit, quand ça avance, on peut augmenter. Normalement, les gens, après, ils demandent à faire du pair programming. Et donc, tous les jours, on en fait, c'est pas juste une fois de temps en temps. Ah non, on peut faire tout le temps. Et après, si vous êtes super confiant, vous faites du mob programming. Il y a un PC et toute l'équipe derrière. Là, le mec qui tape, il est comme ça, généralement. Voilà. Donc, on reprendra les questions après. Et donc, vous vous souvenez des enjeux du début ? Pas des problèmes, des enjeux. Comment le craftsmanship peut aider ? Alors, vous remarquerez que j'utilise le conditionnel. Ça peut aider, ce n'est pas la solution à tout. Donc, le craftsmanship va vous aider à maîtriser votre dette technique. Parce que vous avez des gens qui sont responsables de ce qu'ils font, qui savent ce qu'ils font. Donc, quand ils vont prendre une décision qui impacte la dette technique ou qui la font monter, ils sont capables de prévoir du temps pour le résoudre après, pour ramener la dette technique. La dette technique, c'est quelque chose qui se manage de sprint en sprint, si vous faites des sprints, évidemment. Ce n'est pas quelque chose que vous mettez sous un tapis, que vous oubliez. Et le craft en général, ne sert pratiquement qu'à ça, qu'à maîtriser votre dette technique. Vous écrivez du beau code, vous faites attention, vous le revoyez, vous le montrez, vous le revoyez, vous le remontrez, vous le testez. D'un moment, si vous avez de la dette technique, c'est que vous le voulez. Mais à ce moment-là, si vous le voulez, c'est qu'il y a une raison. Et cette raison, une fois que, par exemple, c'est la livraison rapide de quelque chose, il faut être conscient, il faut le noter, il faut le documenter et il faut revenir dessus. C'est là où
le management intervient. Si le management ne vous permet pas de gérer votre dette technique, ça ne sert à rien. Et évidemment, si on maîtrise la dette technique, on va stabiliser la vélocité. Ce qui est aussi l'objectif. Le but, c'est pas de faire, je dis des points au hasard, le but, c'est pas de faire 22, 14, 30, 12, en fonction des vacances, en fonction des sprints, en fonction de ce qu'on demande. Le but, ça va être de faire 16, mais tout le temps. Il n'y a pas un sprint où on ne fait pas 16. Parce que il vaut mieux aller lentement et produire du bon code et tenir la vélocité à 16 que de faire, ouais, ce sprint-là, on déboîte tout, on est 5, on a fait 40, c'était facile. Oh, le sprint d'après, on a fait 12. Ah ouais, il y avait les vacances, et puis on n'avait pas bien spécifié les user stories, et puis moi, je n'avais pas compris, et puis lui, il n'était pas là. Le but, c'est vraiment de stabiliser la vélocité. Ça va vous permettre de ralentir le turnover. Comme on l'a vu, si la vélocité est stabilisée, ça va nous permettre de développer plus de valeur et moins de bugs. Gérer un peu la dette technique quand elle est là. Et puis si on corrige moins de bugs, on est plus capable de rajouter de la valeur dans le logiciel et on est heureux en tant que développeur. Il y a une des métriques dont on parlait tout à l'heure qui est la façon dont les développeurs sont détendus quand ils viennent au travail. Ça a l'air bête comme métrique, mais quand les développeurs arrivent au travail et sont détendus, vous pouvez être sûr que le code il est de bonne qualité. Ou alors qu'ils s'en foutent. Il faudra quand même être capable d'estimer l'un ou l'autre, hein. Mais généralement, voilà. Et c'est pas moi qui le dis, j'ai tweeté Bob Martin il n'y a pas longtemps parce que justement j'accompagne une équipe et je lui demandais quel KPI il mettrait à quelqu'un qui coach une équipe vers le craft. Et il m'a répondu que la taille des méthodes devrait baisser et que les développeurs devraient être plus contents et détendus quand ils viennent au travail. Donc on est sur des KPI qui ne se mesurent pas forcément, quoi. Évidemment, si on fait tout ça, on réduit les coûts. Sur le long terme, j'ai moins de maintenance. Donc évidemment, l'argent que j'investis dans le projet, il va à la valeur produit. Et du coup, les coûts à long terme à court terme non, mais à long terme sont largement réduits. On ne parle pas que de coûts monétaires, on parle aussi de coûts en temps. Oui, on investit dans le pair programming, oui, on investit dans la code review, oui, on investit dans les tests, mais tôt ou tard, ça va nous permettre de gagner du temps et de garder ce rythme qu'on veut pour améliorer la vélocité et tenir cette vélocité. Ensuite, on va rétablir la confiance. Et ça, c'est important. Si votre équipe délivre, même si elle délivre lentement comparé à d'autres équipes, elle continue de délivrer. Et donc, vous êtes sûr que si vous leur confiez du travail, ils vont le faire. Ils vont peut-être mettre 3 sprints, où là, une autre équipe mettrait un sprint, mais il faudrait 10 sprints à comprendre ce qu'ils ont fait ou à maintenir. Eux, ils vont mettre 3 sprints à vous faire ce que vous voulez. Par contre, ils vont vous le faire bien, vous ne retoucherez jamais. Et ça va correspondre à ce que vous voulez. Donc, vous avez confiance. Du coup, l'équipe retrouve confiance en elle à délivrer. Et ils sont contents et ils restent. Et enfin, on relance l'innovation. Chaque fois que j'ai une nouvelle idée, l'équipe elle est capable de l'implémenter. Et ça, pour une entreprise dont le code est un actif, ça n'a pas de prix, à l'heure actuelle. Trouvez-moi une entreprise que ça n'intéresse pas. Est-ce qu'il y a une entreprise qui ne veut pas faire d'innovation pour être sur le marché avant quelqu'un ou pour trouver une idée avant quelqu'un ? Souvenez-vous que Dailymotion a été lancé un jour après YouTube. Hein. Un jour. Voyez ce qui s'est passé. En conclusion, déjà j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez compris que le craft peut apporter des solutions à vos enjeux. Et surtout, moi ce que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, c'est cette phrase. C'est que le développement est un métier. C'est un vrai métier. Il y a un savoir-faire, il y a des connaissances à acquérir tout au long de sa carrière, et c'est quelque chose que vous faites de manière professionnelle. Ce n'est pas un travail. Ce n'est pas 9h, 17h et je rentre chez moi. C'est un travail intellectuel, c'est un métier intellectuel, mais ça reste un métier. Voilà. Je vous mets mes réseaux sociaux si vous voulez les slides de la presse ou si vous voulez me contacter. Voilà. Merci à vous. Pensez laisser un feedback sur